Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode échange du podcast Zéphyr, le podcast soutenu par les chaires de littérature française moderne de l'Université de Zurich. Aujourd'hui, nous accueillons Salomé, qui est avec nous. Salut. Salomé, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Tu arriveras sûrement mieux à définir ton parcours et tes intérêts. Merci Zélie, merci pour l'invitation. Alors oui, je viens de finir mon master en littérature française et en développement durable, une combinaison un peu rare mais très intéressante, et j'ai fait mon travail de master sur exactement cette combinaison. Alors qu'est-ce que la littérature peut contribuer à un développement durable, surtout si on regarde les narratifs sociaux. Et voilà, c'est pour ça que tu m'as invitée aujourd'hui et je me réjouis vraiment de faire ce podcast, cet épisode avec toi. Très bien, merci Salomé. Donc oui, pour revenir un peu sur notre rencontre, avec Salomé, on a un profil très similaire vu qu'on a les deux choisi de mêler des questions de durabilité et aussi de sciences naturelles, car si je ne me trompe pas, en bachelor, tu avais géographie aussi. C'est ça, oui. Voilà, avec la littérature francophone. Donc vraiment un intérêt commun, et en discutant à plusieurs reprises, on s'est toujours dit que faire un projet commun serait vraiment super. Et nous voilà réunis pour ce podcast. Donc dans ce podcast, on va traiter du travail de master de Salomé qui touche justement exactement à cette discipline des narrations pour un développement plus durable, et que j'ai lu, et j'ai quelques questions à poser à Salomé car c'est vraiment, elle touche vraiment les racines de ce podcast dans son travail de master. Donc je propose qu'on commence directement avec les questions, ou est-ce que tu veux encore préciser quelque chose ? Non. Ouais. Ok. Donc, dans son travail de master, Salomé oppose directement en fait les bonnes et les mauvaises narrations dans la société. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait des narrations qui nous encouragent à nous tourner vers un développement durable, alors que d'autres narrations sont plutôt défaitistes, déprimantes, ou nous plongeraient dans une forme d'impuissance collective. D'ailleurs, il y a un livre de Camille Etienne, si jamais, que je mettrai dans les notes, sur l'impuissance collective, très intéressant. Et ma question pour Salomé, c'est comment est-ce que tu définis ces deux types de narration ? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, nous, et en prendre conscience pour ne pas justement sombrer dans des récits tragiques ou se sentir impuissant, pouvoir déceler les narrations qui nous permettent plutôt de s'ouvrir à des comportements plus durables. Alors, d'abord, pour comprendre ça, c'est important de se rendre compte combien les narratifs qu'on a dans nos têtes nous influencent, parce que comme humains, on comprend le monde autour de nous à travers des histoires, à travers des narrations, des narratifs. Donc, on se fait des schémas dans nos têtes pour comprendre le monde, pour lui donner du sens. Et les narratifs qu'on a limitent ce que nous pouvons nous imaginer dans ce monde. Alors, si on a un certain narratif dans la tête, c'est possible qu'on ne voit plus des solutions qui sortent de ce narratif. Et comme ça nous limite dans nos actions également. Et c'est comme ça que je différencie ces deux narratifs, le mauvais narratif et le bon narratif. Alors pour commencer avec le mauvais narratif, si on veut le simplifier comme ça, ce sont des narratifs qui nous empêchent à voir le potentiel et la capacité de nos actions. Alors pour faire des exemples, il y a par exemple le narratif très répandu dans notre société, qui est le concept que l'humain est à part de la nature, que la nature, ce sont des objets, ce sont des êtres peut-être moins complexes que l'humain, ou qui sont peut-être même là pour l'humain, pour servir l'humain. Et
Et cette dichotomie mène à une objectivisation de la nature et à une commodification aussi. Donc, si on a ce narratif dans la tête, c'est facile de regarder la nature comme une ressource qui est à nous d'exploiter. Et après, et ce narratif n'est pas très favorable à un développement durable. Et après, il y a ce que j'appelle, pour le simplifier, les bons narratifs. Et ce sont les narratifs qui nous encouragent vers un comportement plus durable. Et une alternative justement à cette idée de séparer la nature et l'humain, il y a plein de philosophies qui regardent l'humain comme faisant partie de la nature, où l'important entre tous les êtres, ce sont les relations qui les lient, et où la nature est un lieu rempli d'êtres vivants où il n'y a pas d'hiérarchie, mais où il y a de la réciprocité et des responsabilités mutuelles. Donc la nature n'est pas une ressource, mais devient un réseau de plein d'êtres qui interagissent. Et si quelqu'un, dans cette idée, me donne quelque chose, alors si l'arbre peut-être me donne de l'oxygène, alors c'est aussi ma responsabilité de rendre quelque chose. Et il y a plein de ces narratifs présents dans notre société. Et justement, c'est un peu ça la différence que je fais entre des narratifs qui nous empêchent à voir, à agir de manière durable, et d'autres narratifs qui encouragent ce comportement. Je pense, en t'écoutant, quelque chose m'est venu, je suis sûre que tu as déjà entendu, c'est très intéressant, dans l'idée que certains narratifs nous empêchent en fait de voir un développement durable. Souvent on dit qu'il nous est plus simple de nous imaginer la fin du monde, en fait, ce qui est quand même très tragique, que la fin, par exemple, du capitalisme ou d'un discours basé sur le marché. Donc pour montrer à quel point ces narrations sociétales, elles sont ancrées en nous, et elles nous empêchent de nous dire non, mais peut-être fonctionnons différemment, pour éviter la fin du monde, par exemple, ou de l'humanité telle qu'on la connaît. Oui, et juste encore un truc très intéressant aussi, cette idée, tu as parlé de relations, et forcément je pense un peu à ma recherche en ce moment, car je parle de valeurs relationnelles. Et justement, ça explique qu'on pourrait argumenter pour une protection de l'environnement en mettant en lumière ces valeurs relationnelles qu'on a avec la nature, car justement c'est en voulant garder ce sens que l'on a avec les entités vivantes, ce sens de cette relation, que peut-être tout le monde, et on espère aussi les structures politiques, etc., car c'est quand même eux qui jouent un rôle très important aujourd'hui, en montrant ce sens de la relation, on pourrait vraiment montrer qu'il faut protéger la nature également pour nous, car justement, on est dans un grand réseau, un tissage, et il s'agit de garder tous ces liens, ces relations pour que ça fonctionne. Voilà. Ouais. Oui, ce que tu dis avec les relations, c'est très important. Il y a une autrice qui s'appelle Robin Wall Kimmerer, et elle parle de ce qu'elle appelle species loneliness, donc la solitude de l'espèce. Et ce concept se base sur l'idée que justement, si l'humain se regarde comme séparé de la nature, il ressent une sorte de solitude parce que justement il a perdu cette relation avec le vivant, et ce sont des idées basées sur des philosophies animistes surtout, mais c'est clair que chaque humain a besoin de cette relation avec la nature, et il y a plein d'études qui prouvent que si on se sent lié à la nature, si on ressent ces relations, si on se sent proche de la nature, on est aussi plus heureux dans la vie. Alors ça impacte aussi notre bien-être. C'est pas seulement une question de survie ou de créer un monde plus durable, mais c'est aussi une question de bien-être et
de se sentir chez soi dans ce monde. Oui, et aussi d'apprendre à mesurer peut-être le bien-être différemment qu'actuellement, hein, car j'ai encore vu une émission l'autre jour qui parlait du bien-être basé sur le PIB, alors que par exemple au Bhoutan, le pays du Bhoutan, il parle d'un bonheur basé sur le bien-être, vraiment la qualité de vie. Je pense que il s'agirait aussi de faire ce virage vers penser au bien-être différemment qu'en termes monétaires. Mais c'est intéressant car tu as fait exactement la transition à ma deuxième question, qui est que dans ton travail, tu mets surtout l'accent sur les narrations non occidentales. Et ma question était justement comment, selon toi, elles peuvent nous inciter à repenser nos relations à la nature. Et là, tu y as un peu répondu déjà, avec cette idée de réseau, de repenser notre ontologie à la nature. Mais quelle grande différence, selon toi, ces narrations ont dans leur conceptualisation de l'environnement? Tu as parlé d'animisme, je ne sais pas si tout notre public sait de quoi il s'agit exactement. Peut-être que tu pourrais un peu définir cet animisme et justement en quoi est-ce qu'il pourrait nous apporter des relations plus durables. Alors, l'animisme, les philosophies animisme, est-ce qu'on veut parler de philosophie, de religion ou juste de manière de voir le monde? Et c'est un spectre, donc il y a de tout. Mais justement cette manière de regarder le monde considère que la nature est un lieu rempli d'êtres animés. Donc, dans des visions animistes, les animaux, les plantes et parfois aussi les montagnes et les rivières sont des êtres animés, donc des êtres qui agissent, envers lesquels on a justement des responsabilités, avec lesquels on est lié. Et par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a cette commune de Maori qui a réussi qu'une certaine rivière est reconnue devant la loi comme un personnage juridique. Et la raison pourquoi ils ont pu réussir à ce que ça devienne une réalité, c'est parce qu'ils ont argumenté que pour eux, c'est un personnage, c'est une personne, cette rivière, c'est un ancêtre. Ils regardent cette rivière comme un ancêtre. Et comme ils grandissent à côté de cette rivière, ils ont vraiment une relation avec cette rivière. Et je pense que tous ceux qui ont eu un arbre dans leur jardin qui un jour a été coupé savent que ça peut être un moment très triste parce que toute son enfance on a peut-être eu cet arbre à côté et on a construit une relation avec cet arbre. Et même si on ne croit pas de manière rationnelle que c'est une personne ou qu'on définit personne différemment, je pense que beaucoup de personnes connaissent ce sentiment de se sentir lié à une entité naturelle. Voilà. Oui, donc je me permets de venir là-dessus. Non, c'est vrai, ce qui est très intéressant, c'est que pour cette rivière, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, en effet, eux, ils ont une spiritualité que l'on ne pourrait peut-être pas imposer à notre culture et tradition, car on a grandi différemment sous d'autres cultures, mais il y a cette idée de relation qu'on pourrait vraiment apporter à tout le monde, d'émotion que l'on a de signification en fait que l'on a pour des entités. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu as décrit, c'est qu'il n'y a pas que l'animé dans notre idée de vivant. Dans notre, là je mets l'accent sur notre en tant qu'occidentale définition du vivant, c'est-à-dire des animaux qui bougent, mais également des pierres, des rivières, des écosystèmes, des glaciers. Un livre très intéressant aussi dont on va peut-être une fois parler ensemble, Penser comme un iceberg. Voilà, non, vraiment très intéressant. Et en effet, devant la loi, cette spiritualité, je pense que malheureusement, devant la loi encore, ma foi, très occidentale, au niveau international, peut encore peut-être faire barrière, mais cette idée par contre de relation à l'être et des relations futures, à nos générations futures, etc., l'importance qu'elles ont dans le sens, avec ton exemple de l'arbre, je pense que tout le monde peut se l'imaginer, et là c'est une grande force de ces narrations, de nous faire comprendre ça, par la lecture par exemple.
Et ce que je dis aussi dans mon travail, c'est que il ne s'agit pas forcément d'adopter une autre croyance, d'adopter une autre philosophie entière, mais juste de raconter les histoires différemment. Oui, donc ici, juste une petite question, je pense qu'elle va pas prendre trop de temps, mais c'est une question de détail, mais même pour moi en fait, car je fais en fait mon travail de doctorat en anglais, donc je n'ai pas cette différence entre les narrations et les narratifs en français. Moi j'ai juste le narratives. Et dans ton travail, tu fais la différence, en fait, entre ces deux mots, sauf erreur, le narratif et les narrations. Et est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer quelle est la différence entre ces deux mots? Alors, moi, j'ai pris cette différenciation d'un livre qui s'appelle Das narrative Gehirn, donc le cerveau narratif. Oui, très bien, car après on en parlera. Parfait. Donc super, très bonne transition. Parfait. Donc ce livre, c'est un livre écrit par Fritz Breithaupt. Et dans ce livre, il explique son travail, qui travaille beaucoup avec la recherche cognitive. Alors il regarde comment les histoires sont représentées dans nos cerveaux. Et il fait la différence entre narration et histoire, narrative, tout ça dont je parlerai après. Et pour lui, la narration, c'est vraiment la représentation mentale des histoires, des narratifs. Et donc, lui, il part du principe que quand nous entendons une histoire, on se fait un schéma mental, un schéma dans notre cerveau qui donne de la forme à ces histoires. Et après, les narratifs, ce sont des narrations ou bien des histoires qui ont pris une forme fixe. Et cela peuvent être des narratifs individuels que moi j'ai du monde de ma personne, voilà, ou bien peuvent être des narratifs partagés, des narratifs sociaux. Et donc dans ce cas-là, ces narratifs sont influencés par les histoires qu'on a tous entendues en grandissant, par les valeurs de notre société. Et justement, ce sont des formes plus figées d'histoires, de narratifs qui reproduisent les mêmes caractères, les mêmes déroulements et qui ont une même idée de ce qui pourrait se passer. Et justement, les histoires qui après sont formées par ces narratifs sont toujours influencées par les narratifs, mais peuvent aussi le mettre en question. D'accord, donc en fait, les narratifs, si j'ai bien compris, seraient un peu justement ces croyances, ces méta-récits de la société un peu intersubjectifs. Donc c'est un peu basé sur des non-dits aussi. On sait tous qu'on croit un peu à ces narratifs, c'est ça? Je pense que méta-récit le résume assez bien. D'accord. Et la narration, c'est vraiment la représentation mentale. Alors un texte littéraire serait une histoire, par exemple. Qui est influencé par les narratifs dans lesquels il est né, mais qui peut aussi influencer ces narratifs. Alors chaque histoire peut aussi les mettre en question, par exemple. D'accord, donc la narration est vraiment un peu mise de côté dans le processus cognitif de la représentation. C'est ça. D'accord, donc c'est, je pense, un aspect important, juste... je suis sûre qu'il y a maintes définitions de ces termes, mais en tout cas pour qu'on se comprenne nous aujourd'hui. Et donc là, tu as parlé du texte de Breithaupt. Sauf erreur, dans son livre, c'est vraiment un scientifique expérimental. Donc il va faire des expériences dans son laboratoire pour comprendre comment les récits influencent notre façon de penser et même comment on réagit, je pense, au niveau vraiment neurologique à ces narrations. Enfin, tu peux en dire plus après. Et justement, ma question, c'est quels résultats a-t-il trouvé qui sont intéressants pour nous aujourd'hui et qui sont intéressants pour lier texte littéraire et transformation durable de la société. Oui, alors Breithaupt, il a
puisque les narrations sont très difficiles à regarder, tu peux pas regarder dans le cerveau de quelqu'un pour voir ces narrations, il voulait savoir comment les histoires sont représentées par les humains. Donc il a pris de nombreux participants et il a étudié la manière de laquelle ils comprennent et reproduisent des histoires. Alors, un exemple qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ses participants de raconter une histoire qu'ils ont entendue et il a continué ça. Alors, une personne raconte une histoire, l'autre personne la raconte au suivant et comme ça se reproduit. Et il a regardé qu'est-ce qui reste à la fin. À chaque reproduction d'une histoire, elle devient plus courte et il voulait savoir qu'est-ce qui reste à la fin quand l'histoire a vraiment pris la forme la plus courte qu'elle puisse avoir. Et il a vu, par exemple, dans cette expérience que l'histoire est condensée aux émotions. Et il y a certaines émotions qui sont fortifiées et d'autres qui sont affaiblies. Par exemple, la joie ou la tristesse sont toujours fortifiées, mais le dégoût, par exemple, est toujours affaibli. Mm-hmm. Alors, on a tendance de laisser à côté les parties dégoûtantes, mais de exagérer les parties qui nous apportent de la joie ou de la tristesse, ou bien aussi de la surprise. Ce qui est donc très intéressant à savoir quand même, pour savoir quel récit fonctionne le mieux, touche les gens plus fortement en fait. Là, si on réfléchit d'un point de vue plus méta, comment est-ce qu'on pourrait vraiment faire lire des textes qui fonctionnent mieux pour un comportement pro-environnemental, savoir que la joie, la surprise, la tristesse, ça touche mieux qu'un texte qui nous dégoûte, c'est quand même une information qui me semble primordiale. Oui, et ça c'est aussi la force de la littérature et de la littérature fictive ou esthétique, disons, qu'elle joue avec les émotions. C'est pas comme des nouvelles dans le journal qu'on lit, qui joue aussi avec des émotions, mais très différemment. Mais un texte esthétique est vraiment basé justement sur ces émotions. Oui. Et après, tu demandais les principes qui peuvent nous servir justement pour changer les narratifs. Et bien sûr, les émotions en fait partie. Mais un truc dont j'aimerais parler, c'est le personnage narratif, ou à partir de quand, dans notre cerveau, on perçoit quelque chose, ou bien justement quelqu'un comme personnage. Et ça, c'est très important si on veut créer des relations avec notre entourage, avec les êtres vivants. C'est important qu'on les perçoit dans notre imaginaire comme des personnages, même si on ne les considère pas comme des personnes. Mais Breithaupt, il a trouvé qu'il y a certains critères qui font que, justement, que l'on perçoit une figure dans une histoire comme un personnage narratif, complexe. Le premier de ces critères, c'est le tracking. Donc, il dit que pour reconnaître quelqu'un comme personnage, il faut déjà pouvoir le poursuivre à travers le temps. Il faut le reconnaître comme la même figure au début et à la fin de l'histoire, et comme ça lier aussi ses actions aux conséquences. Et après ça, le deuxième critère, c'est la jouabilité. C'est un truc un peu abstrait, mais dans notre imaginaire, on simule les gens autour de nous, on simule justement les personnages narratifs. Alors on s'imagine, maintenant, à partir de cette situation, comment ils pourraient agir. Et on s'imagine différents scénarios. Et si on ne peut pas se mettre à la place de ce personnage, on le perçoit pas comme personnage, si on n'arrive pas à le simuler. Ça, c'est quand même un critère de base pour construire des relations entre les gens, d'amitié ou de cette idée de pouvoir se mettre à la place de l'autre personne. C'est ça. Et après, le troisième critère, c'est la justifiabilité, c'est-à-dire que si on simule le vis-à-vis et après il agit peut-être différemment, il faut se demander mais pourquoi il aurait pu faire ça.
la volonté de trouver des raisons pourquoi l'autre personne aurait pu agir de cette manière, ça c'est la troisième chose importante, et Breithaupt dit même que c'est ici que se fait la différence entre est-ce qu'on perçoit quelqu'un comme personnage narratif ou pas. Est-ce qu'on veut trouver des raisons pour expliquer son comportement. D'accord. Et là, est-ce que tu vas arriver sur le terrain d'essayer de comprendre comment différents groupes de la société interagissent avec la nature? Ou car si on pense à la nature en soi et on pense à cette idée d'agent moral ou de passion morale, car par exemple, il est dur de dire une rivière a décidé de déborder parce que on se rend quand même compte qu'elle n'est pas une agente morale, justement, elle peut pas vraiment décider ou de prendre conscience en plus. Et en plus, là, je prends l'exemple extrême d'une rivière et non pas d'un chat. On peut encore parler différemment d'animaux. Mais avoir conscience des conséquences qui vont se passer éthiquement, moralement, etc. Oui, où est-ce que ça nous amène, cette idée de personnage narratif? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Breithaupt dit aussi que justement, si on réduit un être ou une figure seulement à sa fonction, donc pas à son être complexe, mais à la fonction qu'il a dans une histoire ou dans justement les histoires qu'on se raconte de la vie, alors là, on commence à être prêt de le sacrifier. D'accord. C'est-à-dire qu'il a fait des expériences où des personnes pouvaient jouer leur caractère et ils pouvaient décider ce qu'ils faisaient, et quand il les percevait comme trop unidimensionnels, il les sacrifiait pour arriver à un certain but. Et maintenant, si on s'imagine la nature comme des êtres trop unidimensionnels ou des êtres qui remplissent seulement une fonction, alors on est aussi prêt de les sacrifier. Par exemple, il y a ce concept de service écosystémique qu'on a dans notre monde occidental. C'est le concept qu'on dit, on a compris que la nature nous fournit quelque chose, nous fournit des services, mais comme on les perçoit pas comme personnages complexes, on est prêt à sacrifier certaines de ces services au bénéfice d'autres choses. Oui, c'est une argumentation encore très anthropocentrique, ces systèmes écosystémiques. Donc si j'ai bien compris, là tu proposes un peu justement de repenser notre perception de la nature, non pas juste comme exerçant des fonctions, mais en étant vraiment des entités de ce réseau, et qui peut-être ne peuvent pas moralement prendre conscience. Donc la rivière qui déborde, prendre conscience, c'est bien, c'est mal, évidemment, mais tu me dis si je me trompe, mais de peut-être comprendre ceci comme un grand tout, et se dire mais pourquoi est-ce qu'elle a débordé? Est-ce qu'il s'agit d'autres relations qui ont affecté cela? Est-ce qu'elle ne l'aurait pas fait, entre guillemets, si ces relations avaient été différentes? Est-ce que c'est un peu là que ça nous amène? Oui, et comme avec les relations entre humains, il y a des moments où on comprend très bien le comportement de l'autre, il y a des moments où on ne le comprend pas, il y a des moments bien dans les relations et des moments pas bien, mais il s'agit de soigner ces relations. Et par exemple, si tu prends l'exemple d'un bébé qui pleure, est-ce qu'il a décidé de pleurer? Peut-être pas, mais comme parents, on se trouve des explications. Ah, peut-être il a mal au ventre, ah, peut-être il y a ça. Oui, bien sûr qu'il y a peut-être des moments où on se dit il devrait arrêter de pleurer, mais c'est pas ça qui définit à la fin cette relation. Et avec une rivière par exemple, c'est la même chose. La rivière a débordé, oui, parce qu'il y avait trop de pluie. C'est pas la faute à la rivière. Peut-être là on est fâché, on n'aimerait pas que la rivière déborde, peut-être voilà, mais oui, non, mais c'est un exemple très intéressant. Je l'avais déjà entendu avec le bébé, car c'est vraiment, ça remet en question nos façons de percevoir de manière philosophique, mais aussi juridique, toute cette nature, car un bébé n'a pas encore les fondations morales de la société, et comme tu dis, il ne sait peut-être même pas pourquoi il pleure. Il répond à ses besoins, ou peut-être qu'il a une douleur, etc., mais
lui-même n'a peut-être pas totalement conscience de la situation. Donc c'est en effet intéressant de comparer c'est un bébé à ses entités naturelles, car pour nous c'est tout différent. L'importance, la valeur d'un bébé et d'une rivière. Mais certains peuples animistes diraient ben non. Donc oui, c'est intéressant en effet. Et il ne s'agit pas non plus de mettre toutes ces relations dans une même catégorie. Bien sûr qu'une relation qu'on va avoir avec une rivière, c'est pas la même chose qu'une relation qu'on va avoir avec son bébé ou avec une amie ou qui que ce soit. Comme chaque relation humaine n'est pas pareille. La relation que moi j'ai avec toi, c'est pas la même que j'ai avec ma mère, que j'ai avec mon frère. C'est différent, mais le concept, c'est qu'on est en relation et que ça a certaines conséquences. Et justement, deux concepts qui sont importants aussi dans les philosophies animistes, c'est la réciprocité et la responsabilité. Oui. Donc, quand on est dans une relation, il s'agit de donner et de recevoir, et on a aussi une responsabilité de faire ça. C'est pas seulement dans les sociétés occidentales, on parle souvent de droit, et il y a ce mouvement de droit de la nature qui veut, justement, un exemple était la Nouvelle-Zélande avec cette rivière, mais il ne s'agit pas seulement de donner des droits à la nature, mais aussi de reconnaître que nous, on a des responsabilités envers la nature. Oui, non, mais c'est très intéressant, et j'aime beaucoup ces propos nuancés du concept de la relation, car je trouve que ces nuances manquent des fois dans les discours actuels, alors qu'on a des polarisations. Tu vois, les gens, non, mais une rivière a autant de droits qu'un être humain, et forcément, l'autre côté, ça va heurter des principes très profonds dans la société, et dire évidemment que non, et donc on va vouloir argumenter l'opposé. Et là, on a un concept très nuancé de la relation. Comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être pour tout le monde la même relation, mais cette idée de soigner la relation en soi. Très brièvement, est-ce que tu as parlé de chamoiseau dans ton travail ? Non, j'ai pas parlé. Car il parle aussi du concept de la relation. Je mettrai dans les notes, c'est vraiment un autre sujet, mais intéressant de mettre en relation parfois ces philosophies, ces concepts. J'ai pas parlé de chamoiseau, mais j'ai parlé de Felwine Sarr. Et lui, il parle des crises relationnelles qu'on a, pas seulement avec la nature, mais aussi entre nous. Et là, je pense aussi que les penseurs et penseuses non occidentales peuvent vraiment contribuer quelque chose à cette discussion, parce qu'ils sont très sensibilisés aux relations de pouvoir avec l'histoire coloniale, et ils ajoutent des réflexions à cette question de relation entre nous les humains, mais aussi entre nous le monde vivant, et comment il peut avoir des parallèles dans ces hiérarchies qu'on a créées. Oui, exactement. C'est pas avec chamoiseau, cette idée de hiérarchie, etc. Oui. Et donc, encore une question qu'on va essayer, on va essayer d'y aller assez brièvement, car l'heure tourne, mais je sais que c'est un très grand intérêt commun entre nous, ce potentiel de la littérature, donc de la lecture ou de l'écriture, dans l'éducation. Et comment est-ce que toi, tu pourrais considérer une implémentation d'une lecture, une écriture durable, disons, dans des programmes scolaires ou bien sociétaux de manière générale ? Alors, la grande force de la littérature, c'est que ça encourage l'imagination. Et c'est vraiment l'imagination dont on a un besoin aujourd'hui, parce que oui, on sait qu'on a certains problèmes, mais on sait aussi qu'il y a des solutions, mais il n'y a pas de solution simple. Alors, le plus important, c'est d'avoir le courage de s'imaginer des choses. Il y a ce concept de futures literacy, donc la littératie comme la compétence de lecture et écriture, mais la futures literacy inclut aussi la compétence de s'imaginer différents avenirs. Comme l'avenir n'est pas encore arrivé, il n'y a pas un avenir, il y a une multitude d'avenirs, et c'est à nous de diriger vers lequel on y va. Et
justement de s'imaginer différents scénarios, d'avoir aussi le courage de s'imaginer des utopies, par exemple. Ça veut pas dire qu'on croit exactement que ça va arriver, mais ça nous donne des idées, des pistes à poursuivre. Et la littérature, l'écriture est un champ qui nous permet de s'y plonger. Donc une sorte de terrain d'entraînement pour entraîner ses capacités d'imagination, mais aussi qui donne directement des solutions que certains écrivaines nous proposent en fait. Ouais. Et si tu dis entraînement, c'est exactement ça. Il y a des études où on peut voir que en racontant, on est mieux préparé à des incertitudes, des changements imprévus. Donc oui, c'est vraiment un entraînement. C'est une simulation de différents scénarios et donc entraînement, c'est pas mal résumé. Oui. Donc on pourrait un peu changer les canons littéraires proposés par exemple aux élèves dans les écoles. Évidemment, ne pas tout transformer, mais apporter quelques textes qui traitent de questions à la nature en fait. Pour imaginer dans ce contexte, ou de durabilité, mais de ne pas parler uniquement d'auteurs du XVIIIe siècle par exemple, ou d'auteurs d'antan qui ne parlent pas forcément aux élèves, car c'est ce qu'ils ont fait finalement ces auteurs, de proposer d'autres avenirs, de s'opposer au régime, etc. De faire ça en fait pour la situation actuelle en parlant de la crise écologique. Et pas seulement changer les canons, ça c'est un truc important, mais aussi de soigner une culture narrative, de soigner le fait qu'on raconte, qu'on écoute, qu'on s'imagine. C'est un concept dont Breithaupt parle. Lui, il a peur que dans notre société, on va un peu en direction de Narrationsarmut, il appelle ça, donc une pauvreté de la narration, parce qu'il dit que sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, on a toujours des mini-narratifs, donc des histoires qui s'arrêtent juste après qu'ils ont commencé. Et ça empêche de développer une pensée narrative, créative et créatrice. Et donc soigner cette culture de la narration, entraîner peut-être aussi à l'école, entraîner l'écriture créative, je pense que ça pourrait aussi ajouter quelque chose d'important. Bien, merci beaucoup Salomé. On va arriver un peu à la formule finale de ces podcasts échanges, donc je poserai souvent les mêmes questions. La première, c'est quel livre conseillerais-tu à notre audience? Un livre qui, toi, t'a transformé ou a changé ta relation à la nature, pour revenir vraiment sur cette idée de durabilité écologique, et qui t'a fait prendre conscience de certaines choses, etc. Quel livre conseillerais-tu? Alors, un livre qui me vient en tête, c'est un livre en anglais, mais il y a des traductions, de Robin Wall Kimmerer, que j'ai mentionné avant avec la Species Loneliness. En anglais, c'est Braiding Sweetgrass. Je me rappelle pas du titre français, mais on peut le mettre dans les show notes aussi. Et l'autrice est une biologiste autochtone de l'Amérique du Nord. Et elle mélange la pensée scientifique qu'elle a appris dans ses études avec les connaissances culturelles de son peuple, et elle le fait aussi à travers beaucoup d'histoires, même de poésie, un langage très poétique, disons. Et ce livre, il m'a beaucoup influencée, beaucoup transformée, alors c'est un livre que je recommande beaucoup. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, ce mélange de connaissances scientifiques, mais aussi d'un texte esthétique qui touche. Et oui, ça, de plus en plus. Et ensuite, je vais déjà préciser qu'on va revoir Salomé très souvent, je pense, car on a vraiment des discussions tellement intéressantes ensemble et des intérêts communs. Mais ma question, quand même, finale, est si nous pouvions inviter quelqu'un au micro de ce podcast, qui aimerais-tu entendre? Et, ou bien quel sujet, si tu n'as pas d'idée de personne, plutôt quel sujet? Comme ça, on pourra aussi, au fur et à mesure du podcast, en domino, proposer des sujets. Alors, une personne qui me vient en tête, c'est Stéphane Durand.
Il dirige la collection Saison sauvage chez Actes Sud. Désolée de vous interrompre, petite correction, il s'agit de la collection Monde sauvage chez Actes Sud que je vous invite à retrouver en ligne. Et c'est vraiment une personne très intéressante et avec des opinions très intéressantes. Et justement, cette collection traite justement de combiner ce savoir scientifique et les textes esthétiques et justement regarder la nature comme des personnages. Et voilà, je pense que ça pourrait être une personne très intéressante. Très bien, donc on note. Merci beaucoup Salomé pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, cette première forme échange. Comme je l'ai dit, on va retrouver Salomé bientôt pour un autre échange sur un livre qui s'appelle Les Fables du Moineau. Voilà, on en discutera avec Salomé. D'ici là, portez-vous bien, merci beaucoup de suivre ce podcast. Merci encore Salomé. Merci à toi Zélie. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram à Zéphyr Podcast ou sur Spotify, ou bien sûr de nous retrouver sur le site web Culture et Communication. Merci beaucoup.